Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement les organisatrices et les organisateurs de ce festival pour leur invitation bien sûr, mais pour la qualité de leur accueil et pour cette façon qu'ils ont de transcender le clivage entre les choses du corps et les choses de l'esprit dans la continuité évidemment de Rabelais. Alors, je vais à mon tour vous entraîner dans un voyage, un double voyage, puisque nous allons à la fois voyager dans le temps, nous transporter très exactement à l'époque de Rabelais, et voyager dans l'espace géographique réel, si cela signifie quelque chose, en essayant d'accompagner quelques-uns des contemporains de Rabelais dans leur découverte à la fois fascinée et ambivalente de l'Empire ottoman. Commençons, donc levons l'ancre, larguons les amarres et commençons peut-être par ne voyager que dans le temps, en demeurant en France. Nous sommes en 1525 et 1525 n'est pas 1515, c'est même tout le contraire, puisque la France se trouve alors dans une situation politique difficile. Vous le savez sans doute, François Ier a été capturé par les impériaux lors de la bataille de Pavie, qui restera dans l'historiographie sous le nom du désastre de Pavie. Le roi a été emmené en Espagne en captivité. Il restera en captivité jusqu'en janvier 1526, donc près d'une année, et jusqu'à la signature du traité de Madrid, on l'évoquait tout à l'heure. Et en l'absence du roi, c'est sa mère, Louise de Savoie, qui tient les rênes du royaume et qui va, évidemment avec ses conseillers, parce qu'on ne fait pas ça seul, prendre l'initiative d'un rapprochement avec l'Empire ottoman. Alors pourquoi un rapprochement avec le Turc? Eh bien parce que l'Empire ottoman est à l'époque la seule grande puissance susceptible de faire contrepoids à l'Empire de Charles Quint. Donc retenez l'idée que l'initiative de ce rapprochement est française. Alors, dans un premier temps, les choses ne se passent pas tout à fait bien. On envoie une première mission, une première ambassade, des émissaires qui sont massacrés par le pacha de Bosnie, qui s'empare des cadeaux destinés à l'empereur. Mais on ne se décourage pas, on envoie d'autres émissaires, et finalement, au printemps 1526, arrive à la cour de France une lettre de l'empereur Soliman le Magnifique, une lettre signée de Constantinople la bien gardée, et vous le voyez, vous avez à gauche cette lettre dans sa totalité, c'est imposant dans sa matérialité même, une lettre du sultan, ça fait à peu près 1,70 m de haut, c'est un rouleau qui fait 1,70 m de haut sur 35 cm de large, et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle la turga, le monogramme du sultan. Alors, en réalité, au moment où Soliman écrit, eh bien, François Ier est déjà libéré, mais le sultan ne le sait pas encore. Alors, que trouve-t-on dans cette lettre qui est donc écrite en turc ottoman? Eh bien, tout d'abord, comme c'est toujours le cas dans les lettres du sultan, le sultan parle de lui-même. Moi qui suis l'ombre de Dieu sur terre, et puis il va décliner ensuite la longue liste de ses titres et de ses possessions. Et dans un second temps, il s'adresse à François Ier. Et il écrit « Vous avez fait savoir que l'ennemi s'est emparé de votre pays », bon, on a peut-être un petit peu forcé le trait, « et que vous êtes actuellement en prison, et vous avez demandé ici aide et secours pour votre délivrance. Tout ce que vous avez dit ayant été exposé au pied de mon trône, refuge du monde, ma science impériale l'a embrassé en détail et j'en ai pris une connaissance complète. » Et puis le sultan ajoute un peu plus loin, de manière peut-être plus personnelle et comme pour consoler le roi de France, « Il n'est pas étonnant que des empereurs soient défaits et deviennent prisonniers. Prenez donc courage et ne vous laissez pas abattre. » Voilà ce qu'écrit Soliman à François Ier en 1526. Alors, vous aurez sans doute remarqué que Soliman ne se met pas sur un pied d'égalité
avec François Ier. Hein, il se considère le seul empereur légitime, et au fond les Français sont venus à ses pieds demander de l'aide, si bien que des montages comme celui-ci, qui mettent face à face des tableaux de Titien ou de son école représentant François Ier d'un côté et Soliman le Magnifique de l'autre, sont un tout petit peu mensongers, mais j'ai repris ici donc un montage qu'on avait utilisé pour un colloque sur les relations entre le lys et le croissant à la Renaissance. Dans cette lettre, Soliman ne promet rien, mais se montre tout à fait sensible à la situation difficile du royaume de France, et il reconnaît, d'ailleurs, ce n'est pas évident pour un lecteur français, mais c'est très clair pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'histoire ottomane, il reconnaît dans la captivité de François Ier une situation critique que l'Empire ottoman a déjà connue à l'époque où l'empereur Bayezid Ier avait été, c'était au début du XVe siècle, vaincu par Tamerlan lors de la bataille d'Ankara, qui est un peu la bataille de Pavie des Ottomans, et l'empereur Bayezid avait été réduit en captivité par le grand conquérant de l'Asie centrale et, selon la légende, encagé, hein, donc quand même le sultan ottoman encagé jusqu'à sa mort. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette lettre? Eh bien parce qu'elle marque véritablement le début des relations privilégiées que la France entretiendra avec l'Empire ottoman jusqu'à l'époque de Louis XIV. C'est ce qu'on appellera l'alliance franco-ottomane, une alliance qui ne se contente pas d'échanges de missives. Hein, il n'y a pas que des mots qui circulent. Cela va déboucher sur des actions concrètes. J'en cite quelques-unes. Tout d'abord, la mise en place de relations diplomatiques permanentes. À partir de 1535, la France a un ambassadeur auprès de Soliman le Magnifique. Et lorsque vous allez aujourd'hui encore sur le site de l'ambassade de France à Ankara, vous avez la liste quasiment ininterrompue des ambassadeurs français, et cette liste commence par la mention de Jean de la Forêt, premier ambassadeur en 1535. Donc des relations diplomatiques permanentes, et puis l'obtention par la France, ça prendra un peu de temps mais ça se concrétisera en 1569, de privilèges commerciaux. C'est ce qu'on appelle les fameuses capitulations. Et enfin, et c'est peut-être le plus spectaculaire, des opérations militaires conjointes en Méditerranée occidentale contre les possessions des impériaux. Et peut-être que le plus mémorable à cet égard, c'est le siège que les armées françaises et ottomanes ont fait de la ville de Nice en 1543, alors que Nice donc, est une ville impériale. Alors on va s'emparer de la ville, mais on ne va pas parvenir à s'emparer de la forteresse, si bien que, comme d'ailleurs la plupart de ces opérations militaires conjointes, le siège de Nice est, du point de vue franco-ottoman, un échec. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on va devoir faire en sorte que la flotte ottomane, qui est dirigée par le terrible Khayreddin Barberousse, dont nous avons vu un portrait hier, puisse hiverner dans la région. Et que va faire François Ier? Il va décider de vider le port de Toulon de tous ses habitants, de manière à faire de la place pour la flotte ottomane. Et il se trouve que la plus ancienne représentation que nous ayons de la ville et du port de Toulon est une image turque, une miniature que vous avez ici sous les yeux, qui montre donc les galères turques dans le port de Toulon. Et c'est une miniature qui se trouve au palais de Topkapı à Istanbul et qui illustre une biographie du sultan Soliman, ce qu'on appelle le Süleyman-Name, le livre de Soliman. Mais le grand moment de cette alliance correspond aux toutes dernières années de la vie de Rabelais, lorsque est nommé ambassadeur un certain Gabriel de Luetz, seigneur d'Aramon, A-R-A-M-O-N. Aramon, donc, qui est nommé par François Ier à la fin 1546. Vous savez que François Ier décédera quelques mois plus tard, mais qui va demeurer en place à Constantinople jusqu'en 1553.
Et d'une certaine façon, Gabriel d'Aramon va perpétuer la diplomatie, je dirais, humaniste, privilégiée par François Ier, et qui voit le politique et le culturel, ou ce que nous appellerions le politique et le culturel, s'entremêler constamment. Aramon fait office de mécène, il accorde soutien aux voyageurs, son soutien aux voyageurs français, et dans sa suite vont graviter un certain nombre des grandes figures de l'écriture sur le turc et de l'écriture de l'Orient à la Renaissance. Donc il faut bien voir que les voyageurs qui bénéficient du soutien d'Aramon découvrent l'Empire ottoman dans des conditions tout à fait privilégiées, alors que d'autres ont à subir ce qu'on appelle, d'un mot turc d'ailleurs, des avanies, hein, eh bien eux pourront observer les différentes réalités du monde turc sous escorte, accompagnés d'un janissaire, etc. Alors je ne suis pas là pour vous asséner des noms et des dates, mais j'aimerais quand même mentionner quelques-unes des toutes grandes figures qui gravitent donc autour de l'ambassadeur Gabriel d'Aramon. Tout d'abord, Guillaume Postel, que Marie-Luce de Monnet, ici présente quelque part, connaît très très bien, notamment pour ses spéculations kabbalistiques. Guillaume Postel est l'un des sans doute le plus grand orientaliste de la Renaissance française. C'est un esprit assez inspiré, très optimiste au fond, puisqu'il caresse le rêve de réunir les trois religions révélées, donc islam, judaïsme et christianisme, autour d'une sorte de dogme commun, d'un commun dénominateur. Hein, c'est le projet de concorde du monde sur lequel écrit à cette époque Guillaume Postel, mais il publie aussi, en 1560, sans doute l'ouvrage le plus important de la Renaissance française sur les Turcs, cette République des Turcs, qui sera rééditée une quinzaine d'années plus tard sous le nom des Histoires orientales. Donc une figure importante que celle de Guillaume Postel. Autre voyageur de l'époque, Pierre Belon, que vous voyez ici à l'âge de 36 ans. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais il faut peut-être vieillir aussi prématurément. Alors, Pierre Belon, c'est un apothicaire de formation, un naturaliste, quelqu'un qui a écrit sur les poissons, sur les oiseaux. Il est un peu l'emblème du voyageur curieux de la Renaissance, donc du voyageur, si vous voulez, disponible à l'infinie variété du monde. Et il est l'auteur, en 1553, dès son retour d'Orient, des observations de plusieurs singularités. Alors un texte dans lequel on va trouver quantité d'informations sur quantité de sujets différents, mais dont le troisième et dernier livre est consacré plus particulièrement aux mœurs des Turcs, Pierre Belon ayant passé un hiver entier en Anatolie. Donc la plupart des voyageurs connaissent Constantinople, mais lui, il s'est immergé, si vous voulez, dans la société turque d'Anatolie, et il en livre une description, on le verra dans quelques minutes, tout à fait passionnante. Troisième auteur dont j'aimerais que vous reteniez peut-être le nom, je n'ai pas ici son portrait, mais à la place une gravure représentant un janissaire qui figure dans son ouvrage, Nicolas de Nicolet. Nicolas de Nicolet, N-I-C-O-L-A-Y, qui est une sorte d'espion géographe qui accompagne l'ambassadeur Gabriel d'Aramon dans les années 1550 et qui, à la fin des années 1560, on est en 67-68, va publier un ouvrage qui est un in-folio, donc un ouvrage tout à fait imposant, majestueux. Vous voyez ici le frontispice. On est dans un objet beaucoup plus luxueux que les livres de Belon ou de Postel. Et le livre de Nicolet, qui s'intitule « Les navigations et pérégrinations orientales », est promis à une longue fortune, moins peut-être par la qualité de son texte que par la qualité des gravures qui l'accompagnent. Le livre de Nicolet est un livre de coutume, mais un livre de costume aussi. Et il va donner à voir, vous voyez ici un exemple, différentes figures
de Turcs ou d'habitants du Levant, qui peuvent ne pas être des Turcs, mais parfois des Arméniens, des Juifs, des Grecs. Donc vous avez ici la figure d'un janissaire, hein, donc le corps d'élite, l'infanterie d'élite de l'armée ottomane, extrêmement redouté par les chrétiens de l'époque, un janissaire avec son arquebuse, sa mèche, et partant donc au combat. Alors sur quoi le regard de ces voyageurs se porte-t-il? Évidemment sur quantité de choses, mais je crois qu'il n'est pas impossible de repérer certains centres d'intérêt, certains pôles de fascination. J'en retiendrai 3, qui peut-être ne vous surprendront pas parce qu'au fond, se mettent en place à cette époque les structures de l'orientalisme moderne. Donc on trouve déjà notamment une fascination pour la figure du sultan, pour son pouvoir, hein, pouvoir politique évidemment, et pouvoir militaire aussi. Reste que la personne du sultan est extrêmement inaccessible. L'ambassadeur lui-même, dans la plupart des cas, ne le rencontre qu'à 2 reprises, hein, lors de l'audience de réception et l'audience de départ. On peut quand même saisir quelque chose du sultan lorsque le vendredi, il se rend de son palais de Topkapı à la mosquée de Sainte-Sophie, hein, accompagné de sa troupe, de sa garde personnelle. Mais Postel dit qu'il vaut mieux quand même baisser les yeux lorsque le sultan passe, hein, de façon à ne pas sembler lui manquer de respect. Donc le sultan reste très inaccessible pour ces voyageurs qui, faute de mieux, vont donc plutôt se focaliser sur les manifestations de son autorité. Et l'autorité du sultan, elle se donne surtout à voir dans l'extrême discipline qui règne aussi bien au palais de Topkapı que dans l'armée. Et parfois, ces voyageurs et l'ambassadeur ont l'occasion d'accompagner l'armée ottomane en campagne. Ce qui revient sans cesse dans les descriptions, c'est l'évocation du silence de l'armée ottomane au camp ou en déplacement. C'est l'évocation du silence qui règne même dans la seconde cour du palais, où pourtant une foule énorme se rassemble et où ont lieu les audiences accordées par les différents ministres. Et André Tevet, qui est un autre de ces voyageurs, dit d'ailleurs que 6 chrétiens ou 6 Français, 6 d'entre nous, dit-il, font à peu près autant de bruit que 10 000 Turcs. Donc vous voyez que l'expérience d'une foule silencieuse est quelque chose de tout à fait dépaysant pour ces voyageurs et quelque chose aussi d'un peu inquiétant parce que ça suggère évidemment la présence continue de l'autorité du sultan. Quand il est question de l'armée, l'ordre aussi impressionne et là, on ne connaît pas, évidemment les armées occidentales ne sont pas du tout comparables. Pour essayer de trouver un terme de comparaison, on va se référer à l'Antiquité, bien sûr. Donc on va notamment comparer les janissaires et les légionnaires romains. On va parfois convoquer les armées spartiates ou la phalange macédonienne, mais le comparant privilégié, ce sont les armées romaines. N'oubliez pas que Constantinople est aussi la nouvelle Rome. Hein. Et on trouve donc des choses comme ceci que je tire du texte de Belon. Belon nous explique que les janissaires ne sont jamais accompagnés de valets lorsqu'ils sont en déplacement, mais qu'ils portent eux-mêmes leur pactage. Et il écrit « Les Romains faisaient ainsi anciennement, car on lit en la guerre de Jugurtha, donc de Salluste, que Métellus, par un édit, contraignit l'homme de guerre de porter ses vivres et ses armes avec soi, et défendit qu'ils n'eussent aucun valet. » Donc il y a une admiration très nette pour, je dirais, l'efficacité de la machine ottomane, qu'elle soit politique ou militaire. On va en décrire les moindres rouages et notamment s'intéresser à toutes les fonctions des officiers du palais en donnant les noms turcs. On va aussi décliner toute la hiérarchie des grades
de l'armée ottomane. Et cela se fait alors à la fois avec admiration et inquiétude, bien entendu, puisque même si on est l'allié de l'Empire ottoman, on sait que ces alliances sont précaires et qu'on a affaire à une puissance musulmane conquérante qui constitue quand même une menace. On appelle parfois à l'imitation des Turcs en matière de discipline, et en même temps, on a bien conscience que le prix à payer pour une telle discipline, ce sont des sanctions extrêmement sévères en cas de transgression, et donc des choses qui passeraient difficilement dans la société occidentale. Autre pôle de fascination, les femmes musulmanes. Je dis plus particulièrement les femmes musulmanes. Évidemment, les voyageurs sont intéressés par toutes les femmes, mais les femmes musulmanes sont difficilement accessibles et donc elles éveillent, elles suscitent la curiosité. Elles sont inaccessibles parce qu'elles sont généralement complètement couvertes, voilées, et puis quand elles ne sont pas voilées, eh bien, elles sont recluses dans le harem. Et comble d'infortune, les Turcs n'autorisent pas même les fenêtres à leurs femmes. Vous savez que dans le monde chrétien, la fenêtre est une espèce d'espace intermédiaire entre l'espace privé de la maison et l'espace public de la rue, et ça permet quand même littéralement une ouverture, hein, et ça permet de courtiser la femme, etc. Et les voyageurs de l'époque ne cessent de dire que les Turcs interdisent à leurs femmes l'usage des fenêtres. Et donc, la femme musulmane, elle éveille la curiosité et elle pose problème. Elle pose problème parce que les voyageurs de l'époque ne cessent de se revendiquer de leur expérience visuelle. Claude Lacharité en a parlé hier à propos de oui-dire, etc. Donc, il est important de faire valoir, de mettre en avant une expérience visuelle. Et du coup, évidemment, la femme ottomane, la femme turque surtout, elle est un obstacle, elle est une figure d'opacité qu'il faut évoquer en essayant d'adopter des stratégies descriptives qui sont des stratégies effectivement de ruse. Alors comment fait-on? Il y a, je dirais, en gros, deux gestes possibles. Le premier consiste à donner à voir l'obstacle. Hein, et on a des descriptions qui s'attardent sur l'habit, sur le voile, qui d'une certaine façon en dessine les contours, et c'est une manière d'attester effectivement d'une expérience visuelle. Cela peut se faire par le texte, cela peut se faire aussi par l'image. Et vous voyez ici deux représentations de femmes turques, l'une proposée par Pierre Belon en 1553, l'autre par Nicolas de Nicolet une dizaine d'années plus tard. Et c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'il y a deux modalités ici d'évocation de la femme turque qui sont assez différentes. Dans l'image, je dirais que l'image de gauche, alors qui décrit, il faut en tenir compte aussi, une Turque d'Asie, donc on peut imaginer que c'est une femme plutôt d'une petite ville ou de la campagne et dont le vêtement est moins luxueux. Mais l'image de cette espèce d'apicultrice que nous propose Pierre Belon est très technique. Aucune sensualité, me semble-t-il, ou c'est moi qui peut-être vieillit un peu, ne s'en dégage. Aucun espoir non plus d'apercevoir quoi que ce soit. Or, vous avez la même gravure qui est reprise par Nicolet ou par son graveur, et qui est retravaillée alors de manière très suggestive, vous le voyez. Bon, non seulement les étoffes sont d'une autre qualité, mais vous voyez les formes de la femme, la poitrine, vous voyez que la main aussi est un petit peu visible, et vous voyez que l'habit s'entrouvre de manière beaucoup plus prometteuse. Oui, là c'est mon optimisme qui reprend le dessus. Donc, première stratégie, montrer cet obstacle qu'est le voile, s'attarder à le décrire dans les moindres, ou à le donner à voir dans les détails. L'autre stratégie, elle consiste à contourner l'obstacle et à dévoiler, en particulier par le texte, l'intimité de cette femme inaccessible. Et notamment,
on va trouver des descriptions très intéressantes des Turcs au bain, où elles se rendent, évidemment, donc au hammam, où elles se rendent régulièrement. Et là aussi, il y a deux manières de faire. Belon illustre bien, je vous ai dit qu'il était un apothicaire, il s'intéresse à toutes les questions de cosmétique, etc. Donc Belon illustre bien une sorte de technicité de la représentation de la femme turque au bain. Il est intarissable sur la façon dont ces femmes se teignent les cheveux, s'épilent ce qu'il appelle les parties honteuses avec un dépilatoire minéral nommé Rusma. Il nous donne toutes ces informations sur la façon dont les Turcs peuvent s'apprêter, etc., et en devenir, dit-il, net comme perles. Mais Belon, dont l'ouvrage, je vous le rappelle, porte le titre d'Observation, doit quand même nous proposer quelque chose comme une petite fiction d'expérience visuelle. Moi, je prends ça vraiment comme une fiction. Et il va donc nous raconter une petite histoire. Voilà ce qu'il nous dit de son séjour, d'un moment de son séjour en Anatolie. Il nous explique que dans les petites villes anatoliennes, les bains servent aux hommes et aux femmes, mais à des horaires évidemment différents et qui sont difficiles à assimiler. Il y a aussi des bains en certains endroits où les femmes vont seulement le jeudi après-midi. Donc, par erreur, ainsi que je voulais entrer en un bain comme aux autres jours, ne sachant point tel usage, trouvant la porte ouverte comme de coutume, étant entré dedans, trouvai une grande compagnie de femmes turques qui s'apprêtaient pour aller se laver. Mais si je n'eusse bien su le gagner de vitesse, j'étais en péril de mourir, car la loi de Mahomet est si rigoureuse en ces cas-là qu'un homme n'aurait moyen de se sauver, sinon en contrefaisant le fol. Donc vous le voyez, il se met en scène, apercevant la femme turque, déjà dévoilée, mais pas encore dans l'eau, donc exactement au moment où l'on peut saisir sa nudité, au risque de finir évidemment comme Actéon ayant surpris Diane au bain. Et puis chez Nicolet, dont nous avions vu qu'il proposait une sorte d'érotisation de la femme orientale, on va trouver la même stratégie d'évocation de la turque au bain, même si là, il n'y a pas revendication d'une expérience visuelle du voyageur. Il dit bien qu'il a recueilli des informations. Et voilà ce que nous propose Nicolet dans une veine plus érotique encore. Elles se lavent familièrement l'une l'autre, dont advient qu'entre les femmes du Levant, il y a très grande amitié, ne procédant que de la fréquentation et privauté des bains, voire quelquefois deviennent autant ardemment amoureuses les unes des autres, comme si c'était hommes, tellement qu'ayant aperçu quelques filles ou femmes d'excellente beauté, ne cesseront tant qu'elles auront trouvé les moyens de se baigner avec elles pour la manier et tâter partout à leur plaisir, tant sont pleines de luxurieuse lascivité féminine, comme jadis étaient les tribades, du nombre desquelles était Sappho lesbienne. Et le choix évidemment du comparant ici grec est étymologiquement motivé, puisque les tribades, ce sont les frotteuses, les femmes qui se frottent. Alors je passe, parce que le temps file, à mon dernier pôle, ou leur dernier pôle de fascination, qui ne vous étonnera pas. Il s'agit évidemment de la religion musulmane. Alors, on trouve évidemment une ambivalence très forte dans les textes à ce sujet, mais contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, les différents voyageurs reconnaissent un certain nombre de traits positifs, sinon dans l'islam en tant que doctrine, en tous les cas dans la pratique qu'ont les Turcs de leur religion. On va notamment mentionner la beauté des grandes mosquées impériales qui ont été édifiées d'abord par Mehmed II et puis par d'autres. À l'époque où ces voyageurs sont à Istanbul, Soliman est en train d'édifier sa propre mosquée, la Soleimaniye, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des chefs-d'œuvre du grand architecte Sinan. Et donc on commence par reconnaître au fond
ce talent qu'ont les Turcs d'édifier de magnifiques monuments à leur Dieu. Et on va aussi reconnaître, je dirais, la religiosité, la piété des fidèles infidèles, si j'ose dire, qui impressionnent également par leur charité. Donc les textes disent clairement à quel point, dans l'islam, évidemment, la charité est un devoir, est même un pilier de l'islam. Si bien qu'on en arrive à ce paradoxe de qualité mise au service d'une fausse religion. Alors même que les chrétiens occidentaux, qui eux sont dans le vrai, eh bien, ne se comportent pas toujours, bien s'en faut, de façon aussi édifiante ou irréprochable. Donc là, on a un schème qui est assez courant dans les rhétoriques de l'altérité, un schème du monde à l'envers. Voilà quelque chose, une anomalie qu'il conviendrait de corriger. Et pour cela, il y a deux types de gestes possibles. Tout d'abord, on peut ériger le turc en modèle paradoxal, c'est-à-dire que les chrétiens devraient en prendre de la graine et devraient parvenir à être aussi pieux, aussi respectueux des lieux de prière notamment que les Turcs. Et puis il y a une autre possibilité qu'on trouve surtout chez Postel, dont je vous parlais tout à l'heure, en raison de son projet de rapprochement des religions, voire de conversion des musulmans. Postel voit dans ces qualités des Turcs quelque chose comme une promesse, comme un potentiel que l'on pourrait exploiter. Et voilà ce qu'il écrit à ce sujet. « Le commun peuple me semble merveilleusement étroit observateur d'Icelle, donc de celle-ci, et celle-ci c'est la loi coranique, et la faisant plus étroite qu'elle n'est écrite, dont la grâce, dont le mérite on pourrait dire, mais avec une connotation quand même théologique, dont la grâce n'en est pas à la loi, mais au peuple, que s'il en avait une meilleure, l'observerait fort bien. » Donc un texte comme celui-ci dit bien à quel point il suffirait au fond de substituer à l'islam le christianisme pour que les choses se passent à merveille. On aurait alors un peuple pieux avec une religion vraie. Donc vous voyez qu'on trouve dans ce discours sur la religion du Turc, qui n'est pas, ce serait anachronique de le caractériser comme un discours tolérant, mais on trouve dans ce discours sur l'islam extrêmement de points positifs. Ce qui n'est possible que parce que ce discours et ces points positifs sont compensés par la stigmatisation très forte de certaines pratiques qui sont des pratiques marginales, des pratiques qui sont considérées elles-mêmes comme hétérodoxes par le pouvoir ottoman, et c'est notamment toutes les pratiques soufis, toutes les pratiques des différentes confréries de derviches. Je vous montre déjà une image et puis je vais vous lire un petit texte de Guillaume Postel à ce propos. À propos de bathologie, d'un terme technique dont il donne l'équivalent ensuite, ou vicieuse répétition, je veux réciter ici leur coutume de quelques prières plus fréquentes entre les morts, donc les Arabes, qu'autre part. Et il y a une polarité très forte. Les Turcs sont plutôt, c'est le versant positif de l'islam, alors que les Arabes, les morts, c'est le versant négatif. Ils se morts souvent vers le soir, près de quelques mesguedas, de quelques mosquées, sortent 10, 20, 30, 100, tant du plus que du moins, et tous ensemble commencent en branlant la tête et tout le corps, l'un vers l'autre, disant « Allah, 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 Allah », tant de fois et longtemps, répétant qu'ils chient à bas, c'est-à-dire qu'ils tombent à bas, comme étourdis, et disent alors que leur esprit va avec Dieu porter la salah ou l'oraison. Voilà le genre de description qu'on sent très, très inquiète avec ces fidèles qui pullulent, qui n'en arrêtent pas de se multiplier et qui eux-mêmes multiplient leurs invocations à Allah jusqu'à en perdre le sens. Et la transposition, je dirais, iconographique de ce genre de choses, et je terminerai là-dessus pour ne pas trop empiéter sur les curiosités de ma collègue Myriam Marache. La transposition iconographique de ce genre de choses, on la trouve chez Nicolas de Nicolet, qui va nous proposer des gravures représentant
4 ordres derviches qu'il invente un petit peu, enfin il n'est pas totalement fidèle, il y en a une centaine de confréries, il en retient 4, et vous voyez 2 images ici, donc de l'aspect répulsif des pratiques musulmanes. Donc c'est le pôle négatif de ce que j'évoquais tout à l'heure. À gauche, vous avez ce Géomailer qui est le membre d'une confrérie assez mondaine qui est composé de jeunes gens qui vont volontiers danser, séduire dans les rues les adolescents, etc. Vous voyez qu'ils portent des grelots, mais aussi, et c'est intéressant, une peau de lion sur leurs épaules. Et c'est intéressant quand même de voir comment ici la queue du lion semble être quasiment la queue du personnage lui-même, hein, de la même façon que entre sa chevelure et la pélisse qu'il porte sur le dos, il y a une sorte de continuation, de continuité. On a ici clairement une animalisation du religieux turc, comme dit la légende. Et puis à droite, voilà, c'est encore plus scandaleux, des scarifications, des pratiques sauvages et condamnées avec beaucoup de virulence par Nicolas de Nicolai. Donc je ne dirais pas que ces images soient représentatives du discours sur le turc chez les Français de l'époque, hein, mais je ne voulais pas vous proposer quelque chose de trop édulcoré et de trop politiquement correct. Il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment des condamnations de ce genre, des caricatures de ce genre. Et donc ce qu'il faut retenir, je crois, c'est l'ambivalence en fait des dispositifs, aussi bien textuels que iconographiques, qui nous sont proposés par ces voyageurs, qui eux-mêmes se trouvent dans une situation ambivalente, puisqu'ils doivent décrire l'ennemi en religion, qui est en même temps un allié politique et militaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.